introduction, je vais donc vous parler d'un sujet dont vous avez forcément entendu parler, quel que soit le journal que vous lisez ou les télévisions que vous regardez. Alors, il s'agit de l'ordinateur quantique. Alors, cette planche de titre vous présente Erwin Schrödinger, qui est un des pères de la physique quantique, avec ses fameux chats morts et vivants. Alors, voyons si ça marche. Le contexte de ce travail est le contexte de la seconde révolution quantique. Mais pour qu'il y ait une seconde révolution quantique, il faut qu'il y en ait une première. Et comme cette première est passée depuis longtemps, on va un petit peu commencer par un petit cours d'histoire sur le sujet. Au début du XXe siècle, une poignée de pères fondateurs a finalement complètement mis par-dessus tête les concepts de la physique dite classique. Et vous avez donc en haut à gauche Max Planck, dont le jeune Niels Bohr et le jeune Einstein. Vous avez ensuite Heisenberg, Schrödinger et De Broglie. Ils ont vraiment complètement révolutionné les concepts de la physique. On verra après un petit cours express de mécanique quantique, je ne dirais pas la mécanique quantique pour les nuls, mais un abrégé de physique quantique. Après les années 1930, ce formalisme quantique a été appliqué à tous les états de la matière et à toutes les échelles. Bien sûr pour les atomes, puisqu'il avait été un petit peu conçu pour le monde microscopique des atomes, donc ça commence aux particules, aux atomes, aux molécules. Pour la matière condensée, là vous voyez un petit cube en lévitation au-dessus d'un matériau supraconducteur jusqu'aux étoiles à neutrons. Et ce formalisme quantique, en fait, s'est appliqué avec un grand succès et il est à la base de nombreuses technologies du monde actuel. Cet ordinateur ici n'existerait pas si on ne comprenait pas comment le courant passe dans les semi-conducteurs, dans le fameux silicium, germanium, etc. C'est la théorie finalement de la compréhension, c'est la compréhension des états de la matière avec la mécanique quantique qui a rendu possible le laser, tous les circuits et finalement beaucoup de technologies du monde moderne. Mais puisqu'on n'est pas censé savoir, peut-être quelques-uns, ce qu'est la mécanique quantique, on va faire un petit peu une introduction à un cours vraiment de base. Alors quand je dis que les concepts ont été complètement révolutionnés, c'est que les idées qu'on avait sur la réalité du monde physique ont été à reprendre à zéro. Donc si on prend par exemple, on s'intéresse à un objet ponctuel, donc il n'y a pas de... Donc en haut à droite, s'il y avait une baguette, je vous montrerai. Vous voyez donc une particule qui peut être confinée dans un carré. Donc ces états physiques, pour cette particule ponctuelle qui peut être dans un carré, c'est simplement sa position. Si vous savez à quelle position elle est, vous pouvez parfaitement... Vous avez toute l'information sur cette particule. Bien sûr, elle peut être en position R1, R2 ou R3 ou n'importe quelle autre. Alors, une première hypothèse sur les lois de la physique est que quand on a un système physique qui a deux états physiques possibles, comme les deux positions d'une particule, en fait, la superposition de ces états, c'est-à-dire état A plus état B, avec les coefficients que vous voulez, cette superposition est encore un état physique. Alors ça, c'est quelque chose qui est complètement contraire à l'intuition des lois du monde physique que nous avons à notre échelle. Si nous avons un objet à un endroit, ben il est à un endroit, il ne peut pas être aux deux à la fois. Eh bien, cette apparence des lois de la physique qui nous paraît cette évidence finalement des lois de la physique, ça n'est pas la réalité. La réalité physique est beaucoup plus subtile, plus complexe et vous allez voir plus intéressante. Donc on va pouvoir faire donc des superpositions d'états quantiques avec des poids et des coefficients arbitraires. Maintenant, une fois qu'on a fait cette superposition et qu'on effectue une mesure, la superposition vous donnera les probabilités d'avoir les mesures. Si vous avez donc une particule qui est à deux endroits R1 et R2 avec des poids égaux, quand vous allez mesurer sa position, vous allez la trouver une fois sur deux à R1, une fois sur deux à R2. Si vous la superposez avec un très gros coefficient à R1 et un petit à R2, eh bien vous la trouverez plus souvent à R1 qu'à R2.
Et maintenant, bon, il y a des mathématiques qui entrent derrière pour savoir comment cette superposition évolue dans le temps. Donc la conclusion, c'est que cette réalité physique est vraiment très différente de l'intuition que nous avons du monde physique à notre échelle, mais on a appelé ça un peu une étrangeté quantique. Elle n'apparaît que dans le monde microscopique, mais en fait, elle pourrait très bien apparaître à notre échelle. Ces concepts sur l'étrangeté du monde physique, en fait, bon, il y a eu des petits problèmes. Voilà. Au fond, les physiciens ne se sont pas tellement préoccupés, ils ont fait marcher la physique quantique. Mais il y a une controverse dans les années 1935 entre deux grands noms, Einstein et Bohr. Alors, cette controverse est née d'une situation simple. Vous prenez deux particules qui interagissent, qui sont à un endroit donné de l'espace, et vous les séparez. À la limite, vous les séparez tellement qu'on a l'impression que c'est terminé, elles sont complètement, elles n'interagissent plus. En fait, la mécanique quantique vous dit que, quelle que soit la séparation entre ces particules, il faut encore considérer l'ensemble comme un objet quantique. Et Albert Einstein a dit non, mais cette histoire, ça ne tient pas debout, c'est aberrant. Cet objet ne peut pas être décrit par la mécanique quantique. Cette théorie est incomplète, elle est fausse, elle est incomplète. Et Niels Bohr, qui était le père de la théorie quantique, dite la fameuse interprétation de Copenhague, où était son école, Niels Bohr a dit si, c'est la vérité. Alors, les physiciens ont continué de travailler. Ils ont même continué à utiliser la mécanique quantique pour concevoir des objets comme la bombe atomique, qui a hélas marché. Et l'histoire a continué dans les années 1960 avec l'arrivée de John Bell, qui était théoricien au CERN à cette époque-là, qui a dit « ce débat peut être tranché, on peut savoir qui a raison et qui a tort ». Alors je ne vais pas entrer là autant dans les détails dont Serge ne t'inquiète pas qu'à l'école centrale, mais ce débat a été tranché, ça a été tranché en fait par Alain Aspect et son équipe à l'Institut d'optique de l'Université d'Orsay, et la conclusion est imparable, c'est Niels Bohr qui avait raison et Einstein qui avait tort. Ces corrélations quantiques, c'est donc ces deux particules très séparées, il faut encore les voir comme un seul objet quantique, et il y a des corrélations dans les mesures qu'on peut faire sur les deux particules qui ne s'interprètent que la mécanique quantique. Et très peu de temps après, ça c'était en 1982, et enfin en 1985, un théoricien anglais, David Deutsch, a montré que ces corrélations quantiques, en fait, c'était une ressource pour faire du calcul. Donc, ça permettrait de faire des machines quantiques capables de faire des choses hors de portée des machines classiques. Alors pour ça, il va falloir qu'on regarde un peu ce qu'est le calcul. Alors, on va commencer par un bref... Oui, alors il y a des choses bizarres. On va commencer par un bref aperçu de ce qu'est le calcul classique, ce que fait un ordinateur. Alors un ordinateur, en haut, ça travaille sur un registre. Un registre, c'est un ensemble de bits. Chaque bit peut avoir deux valeurs, 0 ou 1. Dans un registre n bits a donc 2 puissance n valeurs. Et tout ce que fait un programme qui travaille sur ce registre, c'est de faire une excursion dans les états de ce registre, en appliquant des portes logiques, non, NAND, etc. Donc tout un ensemble de portes logiques. Le programme, vous l'écrivez en langage évolué, mais dans la machine, ce programme, il ne fait que faire évoluer un registre qui a parmi ces 2 puissance n valeurs possibles. Donc c'est donc une excursion parmi ces 2 puissance n valeurs. Maintenant, voyons un peu ce qu'est le calcul quantique. Alors le calcul quantique, il va y avoir des bits qui vont être quantiques cette fois. Donc un bit quantique, c'est un système physique qui a 2 états. On va les appeler 0 et 1, c'est 2 états physiques. Et maintenant, on va considérer des états. On va ici mettre le premier dans 0, le second dans 1, le troisième dans 0, etc. Donc ça, vous voyez, ça fait un nombre. Si vous utilisez cette notation binaire, ça fait un nombre qui va finalement de 0 jusqu'à 2 puissance n. Donc là, en prenant un état à chaque fois 0 ou 1, merci, 0 ou 1,
on fabrique 2 puissance n états. Mais ces états sont des états de base, puisque je vous ai dit qu'en physique quantique, il était possible de les superposer. Donc un registre quantique a 2 puissance n états de base, mais va pouvoir se trouver dans une superposition arbitraire de ces 2 puissance n états. Cet espace s'appelle l'espace de Hilbert des états, d'après le nom du mathématicien en fait allemand David Hilbert. Alors, qu'est-ce qu'un programme quantique maintenant? Un programme quantique, on va commencer par mettre tous les bits quantiques dans l'état 0, voilà, et ensuite on va appliquer des portes logiques. Alors la première qui apparaît ici est une porte de contrôle, c'est-à-dire ce qui va arriver sur la deuxième ligne ici va dépendre de la valeur de la première. Si la valeur de la première est 0, eh bien, il ne se passera rien. Par contre, si la valeur de la première c'est 1, eh bien, on inversera la valeur de la seconde. Ça, c'est une porte qui s'appelle un NOT, donc une inversion contrôlée. Là, il y a des choses aussi. Un résultat de la mesure sur la première ligne va affecter éventuellement une opération sur le troisième bit quantique. Voilà. Et à la fin, ce qui est important, c'est qu'à la fin, quand vous allez faire une lecture, en fait, la lecture va vous répondre 0 ou 1 pour chaque bit quantique. Donc la lecture, à la fin, finalement, va vous donner un des états de base de départ. Donc à tout moment ici, pendant l'exécution d'un code, le registre quantique va se trouver dans une superposition éventuellement très complexe de tous ces états de base. Et c'est la richesse de cette évolution parmi cet espace des états qui fournit en fait qui est la ressource pour faire du calcul. Alors, qu'est-ce que le calcul quantique? Alors d'abord, il y a une première chose qui est importante que la mécanique quantique vous fournit gratuitement. Si à l'entrée d'une opération quantique, vous mettez plusieurs états, comme la mécanique quantique est une théorie, c'est linéaire, vous avez à la sortie la superposition des résultats. Donc si j'applique x rouge plus x vert plus x bleu et que j'applique l'opération U, j'ai la somme ux rouge plus ux vert plus ux bleu. J'ai la somme des résultats. Donc la mécanique quantique vous fournit de façon naturelle et intrinsèque un parallélisme massif. Mais ce parallélisme massif est totalement illusoire parce que si vous effectuez une mesure, vous vous souvenez de la planche précédente, que la mesure ne vous donnait qu'un des états de base. Donc vous avez beau avoir une superposition de tous les résultats, la lecture ne vous donne qu'un seul résultat, vous ne savez même pas tellement d'où il venait. Donc le calcul quantique, ça va être quelque chose qui va être quand même très spécial et qui ne va pas pouvoir remplacer tous les algorithmes des ordinateurs classiques. Moi, la comparaison que je fais, c'est un peu avec l'art de la distillation. Vous avez ici, dans un récipient, tous vos états quantiques et votre algorithme quantique, c'est un art parce qu'il faut qu'il ne produise que des gouttes de solution de façon à ce que lorsque vous effectuez la mesure, vous obteniez un résultat utile pour vous, que ce soit la solution du problème que vous êtes posé. Alors ce calcul quantique serait resté totalement anecdotique s'il n'y avait pas eu au milieu des années 1990 l'invention par un mathématicien américain, Peter Shor, d'un algorithme de factorisation des nombres. Vous savez, ou si vous ne savez pas, vous allez l'apprendre, que la difficulté de la factorisation d'un très grand nombre est à la base de toute la cryptographie actuelle utilisée par les militaires ou par les banques ou simplement pour la sécurité des transactions avec votre propre carte bancaire. C'est disons, ce sont les codes RSA, Rivest, Shamir, Adelman qui sont universellement utilisés et qui sont uniquement basés sur le fait que la factorisation d'un grand nombre est une opération extrêmement difficile, même pour les ordinateurs les plus puissants. Et là, en fonction de la taille du nombre, Peter Shor a trouvé un algorithme dont le temps d'exécution ne varie que comme le logarithme du nombre au cube. Dans le logarithme du nombre, vous avez le logarithme de 10 c'est 1, de 100 c'est 2, de 1000 c'est 3, donc ça ne varie pas. Même quand vous augmentez beaucoup le nombre n, le logarithme, c'est une fonction qui augmente très lentement.
Ce n'est pas parce qu'on le prend au cube que ça change grand-chose. Si on compare un petit peu avec le meilleur algorithme classique connu, qui est un exponentiel en racine cubique du nombre, en fait, l'algorithme quantique de Peter Shor rend finalement factorisables des nombres qui ne sont absolument pas. Donc ça a été un choc pour tous ceux qui utilisaient bien sûr cette cryptographie, et ça a été aussi un choc pour les mathématiciens, parce que les mathématiciens pensaient que le concept de complexité d'un problème de mathématiques comme la factorisation des nombres, c'est un problème de mathématiques. Mais non, pas du tout. Ça dépend du hardware, donc de la machine avec laquelle vous essayez de résoudre votre problème de factorisation. Un hardware, oui, on ne peut pas dire quincaillerie, donc en français ça ne marche pas bien, mais un hardware quantique rend possible des calculs qu'un hardware classique ne permet pas. Donc en fait, donc si on avait un ordinateur quantique avec disons 50 bits quantiques parfaits, on battrait déjà les meilleures machines d'aujourd'hui, du moins pour certaines tâches. La question c'est que comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Alors un autre élément de contexte qui est quand même important pour l'industrie, c'est ce qu'on appelle la fin de la course vers l'intégration massive. Vous avez représenté ici en haut à gauche une coupe d'un tout petit transistor dit CMOS. C'est la technologie standard pour faire des transistors dans le monde digital actuellement. Et vous voyez qu'il y a des tailles, donc 10 nanomètres, des tailles de l'ordre de 10 nanomètres, sachant que la distance à atome dans le solide, c'est à peu près 0,1 nanomètre, on commence à approcher la taille de la granularité de la matière au niveau atomique. Et si on arrive à toucher cette taille-là, en fait, les composants simplement ne fonctionnent plus. Alors bien évidemment, cette industrie va réussir à empiler tout ceci dans la troisième dimension. Mais là, il y a des problèmes de dissipation d'énergie, mais bon, ils vont faire des progrès. Mais néanmoins, cette industrie est en train de regarder toutes les technologies alternatives envisageables et le calcul quantique est envisagé, mais avec un gros point d'interrogation, bien sûr. Alors, à quoi servirait donc un ordinateur quantique dont je vous ai déjà un petit peu dit que ça n'allait pas être une machine de calcul universelle? Eh bien, l'application qui semble la plus importante pour les premières machines éventuellement réalisables, ça serait la compréhension des matériaux quantiques. La synthèse des molécules, le calcul un petit peu des configurations des molécules. Il se trouve que c'est un problème qui est relativement bien adapté à l'ordinateur quantique parce que vous avez des électrons autour des noyaux qui sont sur ce qu'on appelle des orbitales. Donc, autour de chaque noyau dans une molécule, vous avez des états pour les électrons et il va falloir décider sur quel état on met les électrons pour trouver la meilleure configuration possible. Et finalement, avoir un état qui est occupé ou qui n'est pas occupé, c'est quelque chose qui est pratiquement équivalent à avoir un bit quantique dans l'état 0 ou 1. Donc ces problèmes de chimie quantique sont en fait assez directement adaptables au calcul quantique. D'ailleurs, ces problèmes, ça s'appelle la résolution du problème à n corps, que ce soit en chimie ou bien en physique nucléaire. Il y a aussi, on peut faire de l'algèbre linéaire, on peut faire de l'apprentissage machine, ça c'est... Vous connaissez peut-être plus le mot anglais, c'est machine learning, quantum machine learning. Et bien évidemment, tous les grands acteurs des technologies de l'information se sont positionnés. Les Américains en premier, dont IBM, Intel, Google et Microsoft, un fabricant, le seul fabricant européen de superordinateurs Atos, et en Chine, Alibaba notamment. Alors c'est les technologies quantiques au sens large, là je ne parle pas que de calcul quantique, mais les technologies quantiques sont actuellement devenues un enjeu de souveraineté pour les États qui complique, qui ne fait pas forcément les affaires de la recherche dans le domaine d'ailleurs. Et la Chine, il se trouve pour des raisons très politiques, on ne sait pas si cette seconde révolution quantique commencée dans les années 1980, donc qui a eu initié dans les années 1980, va avoir lieu ou pas. Mais la Chine a décidé que si elle devait avoir lieu, c'est elle qui en prendrait la tête.
Alors, qu'est-ce que serait un schéma d'ordinateur quantique? Alors là, je vous ai dessiné l'ordinateur quantique minimal, c'est-à-dire avec au moins 2 bits quantiques. Donc, on a 2 bits quantiques et on a ici toutes les opérations U1, U2 qui vont être nécessaires pour pouvoir manipuler l'espace des états. Alors, 2 bits quantiques, savoir 4 états de base, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc, ça va donc être extrêmement rudimentaire. On parle pas vraiment d'une machine, on parle juste d'un outil de démonstration. Et puis, on va voir des systèmes de lecture, et chaque système de lecture répondra 0 ou 1 pour le bit quantique de gauche et 0 ou 1 pour le bit quantique de droite. Voilà. Donc, à la fin du calcul, on a une réponse sur 2 bits classiques, quelle que soit l'évolution que l'on fasse. Alors, les physiciens se sont demandé comment faire des bits quantiques. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Alors, bien évidemment, il y avait déjà des physiciens qui faisaient la physique quantique, notamment ceux qui faisaient de la résonance magnétique. Certains d'entre vous avez peut-être fait une imagerie par résonance magnétique. Cette imagerie par résonance magnétique utilise en fait les protons qui sont dans l'eau. Ces protons ont un petit moment magnétique et voilà, et on va utiliser ces protons pour faire une image. Mais dans un système un peu plus complexe, ces moments magnétiques peuvent interagir et ça fournit une information. Donc, un petit système magnétique mesuré par résonance comme ça, c'est un peu comme un mini-code. Le problème, c'est que quand vous voulez changer de programme, il faut changer les molécules. Donc, ce n'est pas très facile. Ensuite, on a les photons. Les photons sont des objets très, très quantiques, mais ils sont très quantiques parce qu'essentiellement, ils n'interagissent pas. Un photon peut traverser une salle sans interagir. Il passe à travers le gaz, il n'interagit avec rien, donc son état quantique n'est pas perturbé, mais 2 photons n'interagissent pas beaucoup. Donc il se trouve qu'il y aurait une solution, mais ce n'est pas très facile. La plateforme la plus avancée aujourd'hui, mais dont je ne parlerai pas, est une plateforme à base d'ions piégés. Là, vous avez une image à droite avec toute une série d'ions qui sont dans un piège schématisé au-dessus. Ces ions, chacun est contrôlé par des lasers. On envoie de la lumière, on contrôle son état quantique et ils sont un petit peu en interaction parce que comme ils sont chargés, ils se repoussent mutuellement les uns les autres. Donc c'est une plateforme qui est assez avancée, mais on ne voit pas très bien comment on pourrait, c'est une véritable usine à gaz, on ne voit pas très bien comment on pourrait monter en taille. Alors la question naturelle, c'est, et les circuits électriques, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec des circuits électriques? Alors là, vous avez à gauche un premier circuit intégré avec l'inventeur du domaine. En fait, un circuit électrique, le courant électrique dans un circuit est une variable très classique. Le courant dans la lampe de ce projecteur fluctue dans le temps, mais elle est tellement en interaction avec toutes les particules dans le fil qui portent le courant qu'elle ne peut pas être quantique au sens où on l'a défini au début, c'est-à-dire être dans une superposition de plusieurs états. Donc le courant dans la lampe, il a une valeur, il n'est pas dans une superposition de plusieurs. Il existe quand même un composant qui peut être quantique à très basse température, c'est ce qu'on appelle la jonction Josephson. Brian Josephson a eu le prix Nobel dans les années 60 pour cette découverte. En fait, deux électrodes supraconductrices, donc en gris foncé ici, séparées par une mince barrière d'isolant. C'est un composant qui permet, alors dans les supraconducteurs, les électrons sont pariés en paires, donc des paires peuvent passer, et c'est un système en fait à un seul degré de liberté. Donc ce nombre de paires passées à travers la jonction est conjugué en fait à une différence de phase entre le supraconducteur des deux côtés. Là, c'est la supraconductivité un peu technique, ou si c'est pas grave de ne pas comprendre, c'est pas essentiel. Par contre, là, vous avez une photographie d'une jonction Josephson fabriquée au laboratoire, et vous avez la barre ici, 200 nanomètres, dont 0,2 microns, et un petit fil oxydé et un second fil déposé dessus. Donc ce composant quantique, en fait, on va pouvoir l'utiliser pour faire des circuits quantiques et on va faire donc
des processeurs quantiques. Alors là, les premiers processeurs quantiques ont été réalisés au début des années 2010. Un pour la factorisation, l'algorithme de factorisation. Alors, ce n'est pas aller très loin, mais sur 15, ils ont trouvé que ça faisait bien 5 fois 3. Et nous avons mis en place un algorithme de recherche sur 4 objets. Là, sur 4 objets, le jeu est très simple. Imaginez que vous avez 4 gobelets et une pièce cachée dessous. Il faut trouver où est la pièce. Alors, les algorithmes classiques, là, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de solution miracle. La seule façon de faire, c'est de tirer au hasard un des gobelets, de soulever et de voir si la pièce est là. Je ne pense pas qu'on puisse trouver une stratégie meilleure, là, il n'y a aucun doute. Et cette stratégie, bien évidemment, elle a un taux de succès de 1/4, donc 25%. Alors, nous avons réalisé donc, un processeur élémentaire. Donc, vous avez la photographie ici et le schéma au-dessus. Alors, ce processeur, il est formé en vert. Vous avez les 2 bits quantiques. Alors, ces bits quantiques sont en rouge. Si on fait passer du courant dans le fil rouge, en fait, on va mettre du champ magnétique dans la boucle entre les 2 jonctions. Et avec ça, ça va permettre de régler le bit quantique, de régler son énergie. En violet, vous avez des circuits de lecture. Finalement, vous les voyez très bien là. Vous avez un premier bit quantique, un second bit quantique, et entre les deux, vous avez une petite capacité qui va permettre de les coupler. Cette capacité, c'est ce qui va permettre de faire la porte logique qui va permettre de manipuler le système de bits quantiques. Sur la gauche, donc ici, vous avez un système de lecture par impulsion micro-ondes dont je ne détaillerai pas le fonctionnement. Ce n'est pas le plus intéressant pour aujourd'hui. Alors, l'algorithme de recherche, donc en fait, on va voir ici un objet qu'on va appeler un oracle. Et cet oracle, il va avoir 4 valeurs possibles. Et chaque valeur va arriver à marquer un des états 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc on a les 4 objets 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et on a un objet qui les marque. Alors cet objet, c'est une opération logique qui est composée d'un swap. Alors un swap, c'est quelque chose qui échange les deux bits. Donc 0, 0, c'est 0, 0, ça ne change pas. 1, 1, ça ne change pas non plus. Mais 0, 1 est changé en 1, 0. Ça a l'air de rien, mais c'est une opération quand même importante. Alors là, on va faire marcher l'algorithme et on va commencer par initialiser les 2 bits quantiques dans l'état 0. Ensuite, on va ici appliquer une première opération qui va transformer ce 0 en 0 plus 1. Et de la même façon, la deuxième ligne, on va transformer ce 0 en 0 plus 1. Mais sans être physicien, vous voyez que si vous avez 0 plus 1 sur cette voie et 0 plus 1 sur cette voie, ça veut dire que sur l'ensemble de ces 2 voies, vous avez 0, 0, plus 0, 1, plus 1, 0, plus 1, 1. Donc ici, nous avons réalisé la superposition de tous les états de base du système de 2 bits quantiques. Donc on va appliquer cette superposition de tous les états à l'oracle dont il faut déterminer la valeur, et ensuite on va appliquer un décodage et terminer par une lecture. Alors voyons un petit peu ce que cela donne. Donc on va appliquer un petit peu, faire la lecture pour les 4 cas, pour les 4 oracles possibles qui marquent les 4 états 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. La couleur est là pour vous aider un petit peu à les repérer. Alors, et on fait les mesures et on voit que quand on a caché l'oracle qui caractérise l'état 0, 0, eh bien, quand on effectue la mesure, dans 67% du cas, on trouve bien 0, 0, mais de temps en temps, on se trompe. Et c'est un petit peu pareil à chaque fois. Mais dans tous les cas, le succès moyen de notre machine, c'est
environ 60%. Ce n'est pas parfait parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup d'imperfections, mais ce qui est important, c'est que ça soit nettement plus grand que la stratégie, que l'algorithme classique qui était de tirage au hasard et de vérification qui n'était que de 1 quart. Donc ça, c'est une preuve de principe, qu'il est possible de réaliser un algorithme quantique avec un circuit électrique vraiment fabriqué au laboratoire, et qu'on avait même, c'était même une preuve de principe de l'accélération, puisque en un seul pas de programme, on arrive à obtenir le résultat, alors qu'un algorithme classique devrait se faire en plusieurs pas de programme. Alors, de façon générale, pour l'algorithme de recherche, si vous cherchez un objet parmi n objets dans une base de données non structurée, un algorithme classique va demander pour un nombre de requêtes d'ordre n. Pour un objet parmi n, il va falloir faire en moyenne n sur 2 requêtes, dont on dit qu'on fait un nombre de requêtes d'ordre n. Voilà. Par contre, avec un algorithme quantique, le nombre de requêtes à faire est d'ordre racine de n. Donc ce n'est pas un gain exponentiel comme pour la factorisation, mais c'est quand même intéressant de savoir que cet algorithme quantique a un gain quand même d'ordre racine de n. Alors, on va faire maintenant un petit panorama actuel de l'état de l'art des processeurs quantiques. Je vous ai montré dans un processeur quantique extrêmement rudimentaire, c'était où nous en étions il y a quelques années. On a fait un petit peu plus gros, mais ça n'a pas très bien marché, donc j'en passe pas. Mais finalement, on fait aujourd'hui à gauche des bits quantiques supraconducteurs qui sont plus performants. On arrive à en mettre plus à la fois, et pour autant, il n'y a pas d'algorithme quantique qui a été démontré et dont on ait fait la publicité. Il y a IBM, entre autres, a fait beaucoup de publicité, beaucoup de communication sur leur recherche en information quantique, mais c'est plus de l'enfumage, c'est la communication, c'est la publicité, c'est pas vraiment, ça ne décrit pas la réalité des choses. En fait, l'ordinateur quantique, il n'existe pas encore, et surtout, on n'a pas encore réussi à démontrer un petit peu l'avantage quantique qu'aurait un ordinateur quantique par rapport à une machine classique. Donc, les acteurs du domaine, que ce soit Google ou IBM, sont à la recherche d'une tâche pas forcément intéressante, mais au moins une tâche pour laquelle leur ordinateur quantique ferait mieux que n'importe quelle machine classique. Non, on n'y est pas encore. Il y a un problème plus grave, c'est qu'il faut faire de toute façon de la correction des erreurs. Alors ces machines-là, même les machines classiques, elles font de la correction d'erreurs. Mais là, le problème est beaucoup plus grave en physique quantique, parce que pour faire de la correction d'erreurs dans cette machine, on fait de la copie. Simplement, on fait des copies où on copie une partie de l'information et on fait des vérifications sur les copies. Si l'original ne correspond pas à la copie, s'il y a une différence à un moment, eh bien on dit qu'il y a une erreur et on reprend. Et là, autant la physique quantique vous fournissez du parallélisme massif, autant la physique quantique, ici maintenant, est une limitation extrêmement forte parce qu'il est interdit de copier l'information quantique. Si vous avez une superposition de deux états, alpha petit a0 plus b1, voilà, de deux états, d'un bit quantique dans une superposition de deux états, que vous ne connaissiez pas les coefficients de la superposition, il est interdit, la physique quantique ne permet pas, même elle interdit, de faire la copie. Voilà, ça s'appelle le théorème de non-clonage, no cloning theorem en anglais. On ne peut pas cloner l'information quantique, donc on ne peut pas faire la correction d'erreurs de façon bête en faisant des copies. Ça veut dire que pour faire la correction d'erreurs, il faut d'abord détecter si une erreur a eu lieu, savoir quelle erreur a eu lieu et la corriger. Alors, il se trouve qu'il existe une architecture qui a été trouvée pour ça. Cette architecture consiste à faire un réseau bidimensionnel de bits quantiques. Et il y en a 1 sur 2 qui va être vraiment utilisé comme bit quantique et 1 sur 2 qui va être utilisé pour la mesure. Cette architecture dite tolérante aux fautes, elle fonctionne sur le papier, mais elle a un gros défaut. Pour faire un bit quantique logique, corriger des erreurs, il va en falloir
1000 ou 10 000 bits quantiques physiques. Donc moi, disons, nous pensons que c'est une stratégie qui n'est pas très réaliste, mais c'est la stratégie qui est suivie par les... À défaut d'en avoir une autre, c'est la stratégie qui est suivie par les grands acteurs du domaine. Nous pensons qu'il y a une autre stratégie un peu différente, c'est de revenir à la base et se dire, donc ces bits quantiques, ils sont pas bons, ils sont vraiment pas assez quantiques, essayons d'en faire de meilleurs. Alors là, il y a quelques équipes dans le monde qui suivent cette autre stratégie. Donc il y en a une équipe en particulier à l'université de Yale qui utilise des états de type chat de Schrödinger, comme sur la planche initiale, mais pour des photons dans des résonateurs micro-ondes de très grands facteurs de qualité. Donc là, c'est une stratégie différente. Et une autre équipe, on est parti sur des structures un petit peu dites hybrides qui combinent un petit peu des objets microscopiques avec des circuits. Alors ça, ce sont des résultats, il n'y a pas encore de résultats très avancés, mais on va quand même très brièvement vous expliquer de quoi il s'agit. Donc quand on met en haut à gauche, vous avez une impureté de bismuth qui est mise dans le silicium. Il se trouve qu'il y a un électron dont le nuage est représenté en bleu, qui va avoir un état autour de cette impureté de bismuth. Et quand on regarde les niveaux quantiques de cet électron couplé en même temps avec le noyau, on a une forêt de niveaux quantiques en fonction du champ magnétique appliqué, et que cette forêt de niveaux quantiques, elle va fournir des états avec lesquels on pourrait utilisables pour un bit quantique. Alors les résultats actuellement obtenus sont des résultats plutôt de résonance ultime. Donc ces bits quantiques, ces spins donc, de bismuth, on va les mettre donc, au milieu, on va les mettre ici sur un petit résonateur micro-ondes. On va les coupler à un tout petit résonateur micro-ondes. Ce résonateur micro-ondes, on va le mettre dans une cavité en cuivre et puis on va envoyer des signaux. Juste pour vous dire à ce niveau-là que ces expériences de résonance magnétique ultime ont permis d'améliorer l'état de l'art de la sensibilité par 5 ordres de grandeur environ. Donc c'est déjà un progrès significatif. Ça ne veut pas dire qu'on a des bits quantiques encore avec ça. Mais c'est ce qu'on essaye de faire parce qu'après, nous sommes un peu revenus à la case départ du problème. Puisque nos bits quantiques n'étaient pas bons et qu'on essaie d'en faire des meilleurs, on est reparti avec des bits quantiques très microscopiques qui ont beaucoup de cohérence quantique, mais ils sont tellement microscopiques qu'ils sont très durs à manipuler. Voilà. Donc on a perdu d'un côté, on a gagné de l'autre, et on espère quand même qu'à l'arrivée, on ira un petit peu plus loin. Donc on arrive donc au bout de cette conférence, et alors, juste un petit mot quand même sur la résonance, puisque ça peut valoir un petit peu le coup d'expliquer mieux ce que c'est. Donc ça, c'est le petit résonateur dans lequel on va mettre les spins. Donc vous voyez ici des doigts qui forment, pour ceux qui ont fait un peu d'électricité, un condensateur. Ces doigts en regard, c'est un condensateur. Et ce petit fil très fin, c'est en fait une inductance. Et quand on a ici... Là, on a une coupe de ce petit fil très fin. Et si on a des spins ici électroniques dans le champ un petit peu créé par le courant qui passe dans cette inductance, il va se coupler. Donc, on a donc des spins dans un tout petit volume. Et puis, comme circuit, on a aussi quelque chose d'un petit peu de nouveau. On va mesurer ça avec un amplificateur dit paramétrique Josephson qui marche à la limite quantique de sensibilité. Donc ça, c'est comme ça qu'on a pu un petit peu améliorer la résistance. Alors quand même, ça se place, il s'agit de physique expérimentale, donc voici une photo quand même du dernier étage de ce qu'on appelle un réfrigérateur à dilution. Un réfrigérateur à dilution, c'est une machine qui permet d'atteindre des températures de l'ordre de quelques millikelvins au-dessus du zéro absolu. Donc là, on parle en température absolue, donc 10 millikelvins, c'est
sur échelle standard, c'est moins 273 et des poussières. Donc, mais là, il vaut mieux parler par rapport au zéro absolu. Donc, on a tout un volume au niveau de cette température et les circuits, tous les composants sont placés dans ce volume. Vous voyez essentiellement une expérience à ce niveau-là. C'est un ensemble de composants micro-ondes avec des câbles coaxiaux micro-ondes, des blindages. Et ici, vous avez des petites bobines qui permettent d'appliquer un champ magnétique sur les échantillons. Alors, est-ce que j'ai prévu ça ou pas? Oui, quand même, voilà. Un exemple donc de signal obtenu sur ces impuretés magnétiques. Donc là, disons, les pairs de la résonance magnétique disaient que c'était une méthode peu sensible. Là, en un coup, avec SNR, ça veut dire Signal to Noise Ratio, c'est le rapport signal sur bruit. Donc, un rapport signal sur bruit de 1. Sur cette expérience, on a détecté 250 spins. Et maintenant, on arrive à détecter une dizaine de spins. Alors, ces unités sont des unités un petit peu bizarres, puisqu'on ne va pas parler de spin de détection de façon absolue. On va dire que c'est par rapport au bruit. On détecte 10 spins par racine de Hertz, ce qui veut dire qu'en une seconde, finalement, on peut détecter 10 spins électroniques. Et le but, c'est d'arriver à en détecter un seul. Alors ça pourrait avoir des applications, par exemple, si on veut faire de la résonance magnétique sur une seule molécule ou même peut-être sur une seule cellule. Donc ce sont des applications qu'il faudrait faire. Donc on en arrive donc à la conclusion. Dans le calcul quantique, il y a des applications qui ont été identifiées, qui ont été testées, mais à toute petite échelle. Il y a des progrès sur plusieurs plateformes, que ce soit sur les plateformes à base d'objets très microscopiques comme des ions piégés ou des plateformes avec des circuits supraconducteurs. La correction quantique est encore un problème qui n'est pas résolu. Voilà. Et même si on la résout, il faudra de toute façon être capable d'intégrer un très très grand nombre de bits quantiques sur le même circuit. De ce point de vue-là, il y a un résultat récent qui mérite d'être mentionné. Il y a un premier bit quantique avec des semi-conducteurs ici qui est sorti d'une ligne de fabrication de la microélectronique. Il n'est pas merveilleux, mais au moins, lui, il est fait par des moyens industriels. Il y a d'autres voies qui sont actuellement explorées pour faire des bits quantiques qui soient intrinsèquement plus robustes et quantiquement plus cohérents. Donc c'est un domaine riche, mais ça n'est absolument pas une technologie. Évidemment, si vous allez regarder la communication faite récemment, entre autres par IBM, vous verrez des photos superbes, des promesses superbes, mais qui n'engagent que ceux qui les croiront. Ce que je ne vous engage pas à faire. Voilà. Merci. Il n'y a pas de questions stupides sur le sujet, elles sont toutes intéressantes. Ben voilà, jeune homme. Voilà, moi, je ne sais pas si j'aurais ça marché, mais toi, tu auras peut-être une chance. Non, c'est juste parce que j'avais lu un livre d'Aurélien Barraud sur les trous noirs. Et j'avais vu que la théorie du Big Bang, elle est expliquée par la mécanique quantique. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Alors, je pourrais me déclarer totalement incompétent, mais disons, ce qui est exact, c'est que les fluctuations de densité qu'on observe dans l'univers actuel à grande échelle, ces fluctuations de densité sont expliquées par des fluctuations quantiques initiales dans l'univers primordial. Voilà en quoi la mécanique quantique, elle n'explique pas le Big Bang, mais ce qu'on observe dans l'univers actuel est expliqué par l'existence de fluctuations quantiques dans l'univers initial.
Bonsoir. Je vous remercie pour cet exposé, ce cours, on va dire. Donc, j'ai une question concernant la correction d'erreurs. Donc, déjà, pourquoi, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on ne peut pas cloner les informations quantiques? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une simple action de mémoriser une information? Et concernant, je vais revenir au début du cours, concernant les paramètres qui régissent les probabilités de la position des particules, est-ce qu'elles varient en fonction du temps? Ou bien est-ce qu'elles sont constantes? Bon, je répondons d'abord sur la correction. Non, donc, ce qu'on appellerait faire une copie quantique, ça serait avoir, mettons, 2 bits quantiques, un premier dans l'état A0 plus B1, voilà, un état inconnu, et un second dans l'état 0, appliquer une opération de façon qu'à l'arrivée, les deux soient dans l'état A0 plus B1. Ça serait ça, faire une copie. Partir de la copie, partir d'un état, d'un second bit quantique initialisé à 0, et qu'à la fin, les deux soient dans l'état du premier. Eh bien, cette opération est impossible parce que simplement, elle violerait l'unitarité. C'est un petit... Vous trouverez une petite démonstration si vous googlez sur Internet non-cloning theorem. C'est une opération qui ne peut pas se faire en respectant les lois de la physique quantique. C'est simplement pas possible. Non, c'est même pas c'est simplement ça ne respecte pas les lois de la physique. Il n'y a pas d'opération physique qui permette de faire ça. Et ça se démontre en 2 lignes. Ensuite, vous aviez une question sur oui, quand vous avez un objet qui est, mettons, dans 2 endroits de l'espace, la probabilité de le trouver quand on le mesure à un endroit par rapport à la probabilité de le trouver à l'autre, c'est en fait le poids du coefficient de l'endroit correspondant. Ça, c'est ce qu'on appelle la règle de Born. Ah ben, si vous avez préparé l'état, si vous avez préparé l'état 0,9 fois ici, plus racine de 1 moins 0,9 au carré ailleurs, voilà, eh bien, si vous avez préparé l'état, c'est vous qui déciderez. Maintenant, si c'est un état inconnu, là, les probabilités de trouver l'objet à divers endroits dépendent des poids des coefficients. C'est tout. Si vous les connaissez ou vous ne les connaissez pas, ça, c'est une autre affaire. Et l'ingénierie quantique consiste à préparer les états quantiques des objets de plus en plus sophistiqués. Oui, moi je vais poser une question très terre à terre. En imaginant que tout ça marche, qu'on le mette au point, qu'est-ce que ça va permettre de faire qu'aujourd'hui on ne peut pas du tout faire? Alors la réponse va dépendre un petit peu de la taille de l'ordinateur quantique. On parle en termes d'ordinateur quantique, en nombre de bits quantiques parfaits, de bits quantiques logiques, corriger des erreurs. Donc si vous avez un ordinateur avec à peine 50 bits quantiques parfaits, vous ne ferez rien de très intéressant. À partir de la centaine et de quelques centaines, à ce moment-là, vous ferez de la chimie quantique ou de la physique nucléaire tout à fait intéressante et de la synthèse de molécules. Par exemple, Microsoft, il y a quelque temps, faisait grand cas des molécules utilisables dans les engrais. Une grande partie de l'énergie consommée sur Terre passe dans la synthèse des engrais. C'est quelque chose qui concerne un peu ce pays quand même. Et si on faisait des molécules plus performantes, par exemple, la nature sait faire mieux que nos engrais, eh bien, on économiserait l'énergie. Donc là, il y a aussi pour les médicaments, faire des médicaments, vraiment des molécules adaptées à diverses maladies. Si on savait faire de la synthèse de molécules de façon extrêmement efficace, par calcul, ça serait intéressant.
Donc on va dire que les premières applications, c'est plutôt du côté des matériaux quantiques. Tout simplement parce que la compréhension des matériaux quantiques est un problème vraiment très difficile pour lequel les ordinateurs classiques sont très mal adaptés et les ordinateurs quantiques mieux adaptés. Après, les applications en apprentissage machine, en machine learning et tout ça, j'en sais trop rien. Et les applications pour la factorisation des grands nombres, honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Parce que déjà, il y a déjà la cryptographie post-quantique qui existe déjà de toute façon, et que ça, c'est plus la physique, c'est la perversité. Déjà, merci pour votre présentation. J'allais poser la même question que monsieur, merci. Mais alors, si j'ai à écouter votre réponse, est-ce que je me trompe si je dis que peut-être tous les champs d'application possibles permettraient peut-être le gain de temps dans certains domaines? Et quand vous avez parlé des médicaments, quand vous avez parlé des médicaments, est-ce que peut-être, quand vous dites qu'il y a une meilleure approche des molécules, est-ce que ça permettrait de ne pas avoir les effets secondaires qu'on obtient aujourd'hui, quelque part? Disons, là, c'est des problèmes de fonctionnement là, des molécules, des fonctionnalités biologiques des molécules. Là, non, disons, ce que je dis, c'est que le calcul quantique, si on avait une machine vraiment performante, ça permettrait peut-être de calculer des configurations de molécules et de concevoir, en quelque sorte, de concevoir des molécules de plus en plus sophistiquées. Maintenant, après, les fonctionnalités de ces molécules, c'est tout à fait une autre histoire. C'est que, disons, voilà, la conception d'une molécule, quand c'est un problème quantique très complexe, les ordinateurs classiques ne savent pas bien résoudre ce problème. Un problème calculatoire difficile qu'on résout mal avec des machines classiques. Si on avait des ordinateurs quantiques, mais très franchement, on ne les a pas, et ce n'est pas sûr qu'on les ait un jour, mais si on les avait, on pourrait s'attaquer à des problèmes de ce genre-là qui ont vraiment un intérêt important. Voilà. Et même un intérêt sociétal important quand il s'agit des médicaments. C'est de pouvoir s'attaquer à des problèmes hors de portée des machines classiques, quels que soient les progrès de ces machines classiques. D'accord. Donc, si vous permettez, ma question concernant c'est ce que vous avez appelé correction d'erreur. Est-ce que c'est exactement le même problème que le problème de la décohérence? Ça, c'est ma première question. C'est relié. La décohérence induit des erreurs, c'est tout à fait exact, mais la correction d'erreurs induit les problèmes, la correction des erreurs dues à la décohérence. Mais ce n'est pas que cela, c'est toutes les erreurs sur les portes effectuées, il faut aussi les corriger. C'est de façon... La correction d'erreurs, ça englobe un peu toutes les erreurs qui peuvent arriver. Une question pour moi intéressante, c'est est-ce que l'obstacle maintenant pour réaliser ces ordinateurs quantiques, est-ce que c'est un obstacle technologique ou bien un problème conceptuel? On n'arrive pas encore à résoudre ce problème de décohérence, par exemple, ou la perte d'information. Disons, oui, c'est un petit peu les deux, mais il y a une petite comparaison qu'on pourrait faire. Il y a Charles Babbage qui, au XIXe siècle, a construit un ordinateur mécanique qui était basé sur des cames, un petit peu comme un métier à tisser amélioré, voilà, mais ça faisait des fonctions de calcul. Cet ordinateur, il avait parfaitement raison, il aurait pu marcher, mais il n'était pas réalisable avec la qualité de la mécanique de l'époque. Une société d'amateurs, un siècle plus tard, a fait marcher cette machine, mais c'était un petit peu sans intérêt. On est peut-être dans cette situation. Les systèmes quantiques dont nous disposons aujourd'hui ne sont simplement pas assez bons pour faire un ordinateur quantique. Peut-être qu'il va falloir encore beaucoup de progrès, d'inventions pour faire des systèmes quantiques vraiment plus performants pour faire un ordinateur quantique. Ou peut-être que c'est tellement difficile qu'on n'y arrivera jamais. Ça, on ne sait pas. Le problème encore est ouvert. Ma dernière question. Théoriquement, on montre que, par exemple, l'implémentation des portes logiques, on peut les faire, par exemple, sur des circuits type Josephson.
Sur papier, théoriquement, on peut faire ça. Ça, c'est déjà publié. Oui, mais sur le papier, on fait beaucoup de choses. Ah, d'accord. D'accord, merci. Bonsoir. Lors de la CES 2019, IBM a promis de commercialiser des ordinateurs quantiques dans les prochaines années. Je voudrais savoir si cette technologie d'ordinateur quantique ne risque pas de rendre quelques technologies comme la cryptographie, bien la blockchain. Alors d'abord, les ordinateurs d'IBM, ils valent pas grand-chose. Hein. C'est des versions un petit peu améliorées de celui que je vous ai montré. Disons, avec celui qu'ils avaient en 2015, ils faisaient pas mieux, ils faisaient moins bien que nous avec un truc plus simple 5 années avant. Donc c'est pas. Et actuellement, IBM met à disposition de ceux qui veulent un ordinateur quantique à 20 bits quantiques, mais dont les performances sont mauvaises, et met à disposition un système pour ceux qui veulent payer à 50 bits quantiques, mais qui ne marche pas très bien non plus, mais qui permet de s'exercer. Et ces bits quantiques ne sont pas corrigés des erreurs. Donc en pratique, on peut vraiment, il n'y a pas un seul résultat nouveau qui soit sorti de ces ordinateurs quantiques d'IBM. Par contre, au niveau communication, ils ont une unité de communication qui est d'excellente qualité, vraiment. Oui. La preuve, vous en êtes la meilleure preuve. Hein. Peut-on parler aujourd'hui de la programmation quantique? La programmation des quantiques, ça existe, c'est au point depuis déjà assez longtemps. On connaît, évidemment, ça dépend un petit peu des architectures. Il y a une programmation quantique générale au niveau des bits quantiques, mais après, quand vous avez une architecture spécifique, il y a des portes qui sont plus facilement réalisables que d'autres, de meilleure qualité. Là, il y a des détails. Mais la programmation quantique existe déjà et vous avez tous les grands du domaine, que ce soit IBM ou Google, vous fournissent un petit peu des langages de programmation quantique. Vous pouvez jouer avec. Hein. C'est à la disposition du public et ça existe. C'est gratuit, c'est ouvert. Merci. Oui, bonsoir. Je voulais juste savoir en quoi vous pensez que la cryptographie post-quantique est une perversité. Déjà parce que, disons, ça veut dire que l'information doit être un petit peu cachée. Et si on prend par exemple le concept de base d'Internet, c'est d'avoir une information plutôt ouverte. Alors bien évidemment, il y a des tas d'opérations dans la vie pour lesquelles on préfère avoir de l'information cachée, mais penser qu'il faille systématiquement tout crypter de façon inviolable, c'est quand même, c'est quand même manquer de transparence. Et puis, la physique, elle peut être subtile, ça c'est intéressant, mais quand on en arrive à la cryptographie, justement pour que ça soit contre toute défense, que ça reste caché à jamais, là, je trouve que ça devient enfin un peu pervers. D'accord, donc c'est idéologique, mais oui. Est-ce que c'est possible de crypter, est-ce que c'est oui, possible de alors crypter avec la cryptographie post-quantique se fait déjà simplement parce que les normes de cryptographie sont établies pour des très longues durées, voilà, des dizaines d'années. Donc c'est le Bureau des standards américains actuellement qui établit les standards de cryptographie qui vont être utilisés dans le monde entier, du moins pour les communications non militaires. Hein, voilà. Et le NIST, le Bureau de la métrologie américaine, a lancé un concours justement pour les méthodes de cryptographie post-quantique, ce qui fait que même si on avait un ordinateur quantique, il y a des États qui ne voudraient pas que certains messages puissent être décodés même 20 ou 30 ans plus tard. Voilà. Là aussi, on peut avoir des doutes. Après tout,
c'est peut-être pas mal d'être plus transparent. Mais donc, en tout cas, il va y avoir des normes de cryptographie robustes contre un certain type d'attaque quantique. Et ça a été un des premiers résultats, ça a été de donner des crédits de recherche à la cryptographie. Et ils y sont très bien arrivés. Et il y a déjà la cryptographie post-quantique, il y a plusieurs solutions, il y a des normes qui vont être établies qui seront utilisées dans le monde entier. Merci. Déjà, merci beaucoup pour cette explication. Donc, c'était vraiment intéressant. En plus, ça a ouvert une certaine curiosité à la physique quantique. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a plusieurs domaines où la théorie du chaos est mise en place, comme par exemple la météo. Et donc, du coup, je me posais comme question, est-ce qu'en utilisant des atomes et plutôt les constituants de la matière dans un ordinateur, on pourrait créer des simulations plus réalistes de certains phénomènes comme la météo ou le comportement de certaines particules? Alors, je ne dirais pas forcément, parce que les questions que vous posez, comme les questions de météorologie, ça consiste à comprendre le mouvement des masses d'air dans un très très grand volume sur la Terre. Donc ça veut dire un très très grand nombre de données. Et quand on voit la difficulté qu'on a à manipuler de façon quantiquement cohérente une toute petite information quantique, penser qu'on pourrait le faire sur une très, très grande quantité d'informations ne me semble pas très réaliste. Ceci dit, je veux dire qu'il y a des entreprises, par exemple les entreprises de recherche pétrolière, se demandent à quoi le calcul quantique pourrait leur servir. Ce n'est pas tellement qu'ils y croient, mais ils ont tellement peur qu'un concurrent trouve quelque chose qu'ils décident de s'y intéresser eux-mêmes. Voilà, donc pour les problèmes de type chaos qui font intervenir la dynamique d'un très très grand système, je ne pense pas que le calcul quantique soit très adapté, mais visiblement, il y a quand même des gens qui se posent la question. Je n'ai pas la réponse. Merci. On prend une dernière. Alors, dernière question par celui qui a posé la première. Voilà. Très bien. Un jeune homme très motivé. Merci. Je voulais vous demander si les ordinateurs quantiques pouvaient servir pour le militaire, pour utiliser des codes cryptés. Alors, de toute façon, les militaires ont toujours utilisé toutes les technologies qui étaient à la disposition et les ont souvent, même ils les ont des fois inventées en avance. Par exemple, le code de cryptographie Rivesh Amir Adelman avait été déjà trouvé par les militaires auparavant. Donc, la réponse, c'est que si machine quantique il y a, oui, les militaires en achèteront. Voilà. Je ne sais pas pourquoi faire, mais ils en achèteront. Merci. Donc, merci Daniel. J'en profite pour vous annoncer la prochaine conférence. Elle sera un peu spéciale. Ah non, la prochaine conférence, c'est en avril. Non, c'est pas de la prochaine. La prochaine, vous l'avez au programme. C'est plutôt la conférence qui sera donnée pendant le Ramadan. Hein, donc là, donc ça sera le dernier, le 22. Le 22 mai, Inch'Allah. Voilà, le 22 mai. Donc, ça sera une conférence un peu spéciale. Ce sera Inès Safi et Bruno Guidernoni viendront faire une sorte de dialogue spiritualité et science. Je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Ça aura lieu à 22h, donc l'heure propice à ce moment-là pendant le Ramadan. Voilà. Bonne soirée. Merci. Et puis à bientôt. Merci. Wow. Bon.